Salut, je m'appelle Lorna Beaulieu et je suis étudiante au Cégep de Sept-Îles en sciences humaines. Et maintenant, je vais te présenter mon Cégep. Le programme en arts visuels, en fait, c'est un programme qui touche à plusieurs disciplines dans les domaines des arts. Entre autres, on touche au dessin, à la peinture, il y a de la photographie, de l'image numérique, il y a également de la sculpture, puis de l'estampe. Donc, c'est très varié. Est-ce qu'il y a des matériaux requis ou vous offrez tout ici? C'est une des particularités qui nous définit, en fait. Les étudiants, je les trouve super chanceux parce qu'on leur fournit un gros coffre à 2D, qu'on appelle, puis ils sont aussi outillés pour la sculpture. C'est très enrichissant pour les étudiants parce qu'ils n'ont pas à tout fouiller pour aller tout trouver. On est tout équipés ici. Donc, est-ce qu'il faut avoir fait des arts enrichis au secondaire pour pouvoir accéder à ce programme-là? Pour entrer dans le programme, ça prend seulement un DEP ou encore un DES. Donc, il n'y a pas de programme spécifique qui est requis, mais ça peut être un bon atout, par exemple. Puis ce programme-là, ça amène à quoi au marché du travail? Puis c'est quoi les débouchés qui arrivent à l'université ensuite? Il y a vraiment plusieurs débouchés. À partir du DEC en arts visuels, on peut s'en aller, on peut continuer en arts visuels dans des programmes spécifiques, dans des techniques spécifiques au bac. Mais sinon, on peut s'en aller complètement dans des sphères différentes, dont la scénographie, qui permet d'aller créer les scènes au théâtre. On peut s'en aller artiste de niveau, puis créer des niveaux de jeu dans une équipe chez Ubisoft, par exemple. On peut s'en aller en graphisme, en design. Il y a vraiment une panoplie de disciplines qui s'offrent à nous. Vous allez, au travers du parcours, développer votre créativité, puis ça vous amène à résoudre des problèmes. Puis c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mettre en application dans différentes sphères. Les qualités requises, je pense que ça prend une curiosité. Donc, quand on est curieux, on est capable d'aller chercher des sujets qui vont nous intéresser puis qui vont aller stimuler. Une fois que la stimulation est là, on va aller pousser notre création. Fait que oui, il faut être un petit peu créatif, être organisé à quelque part, mais ça, on apprend à trouver des moyens de se rendre là. Puis c'est ce qui nous appelle à développer une rigueur, puis qui nous amène par la suite à développer notre autonomie pour produire notre création. Bienvenue au département d'électronique industrielle. Bonjour Lorina. Dans le fond, la technique d'électronique industrielle comporte plusieurs grands volets, principalement un volet en automatisme et contrôle, et aussi un volet en électricité de puissance. Ce que ça veut dire, dans le monde industriel, autant qu'on va avoir des gros moteurs puis de la grosse distribution pour alimenter l'usine, mais on va aussi avoir toute la partie contrôle, donc démarrer un convoyeur au bon moment, doser dans une citerne, mélanger les produits au bon moment. Tout ce contrôle automatique-là, c'est ce qu'on apprend dans la technique. Est-ce qu'il y a des préalables pour pouvoir avoir accès à ce programme-là? Oui, il y a des préalables. Ça prend sciences et technologies de secondaire 4, tes mathématiques fortes de secondaire 4, ou bien tes mathématiques fortes, donc juste tes mathématiques de secondaire 5. Après avoir fini le cours, est-ce qu'on va directement au marché du travail ou on s'en va à l'université? C'est quoi les options pour les étudiants? En fait, c'est la beauté de la chose. La technique t'ouvre les portes autant au niveau universitaire qu'au marché du travail. Donc, après la technique ici, en électro, tu peux choisir d'aller faire un génie électrique après l'université, dont 2 universités qui vous prennent directement. Pas besoin de faire des cours supplémentaires avant de pouvoir rentrer dans l'université. C'est prévu que vous rentrez à l'université avec la technique. Mais aussi, évidemment, on peut aller directement sur le marché du travail pour travailler comme électricien, par exemple, dans les grandes industries ici de la région. Quels sont les centres d'intérêt ou les qualités qu'un jeune devrait avoir pour venir étudier en électronique? Ça prend quand même un certain intérêt pour les sciences, puis les mathématiques. En électricité, les mathématiques sont partout. Fait que ça prend quelqu'un
qui a un intérêt pour ça. Ça prend aussi quelqu'un qui a un intérêt pour les technologies. C'est un monde qui change beaucoup. Ça prend quelqu'un qui a un intérêt aussi pour faire du travail manuel. Pas juste de gros travaux manuels, mais on parle aussi des fois de travaux de minution. Il faut être minutieux, dans le fond. Des fois, c'est des petits circuits électroniques qu'il faut travailler dessus. En quoi le programme se démarque-t-il des autres? Premièrement, dans la formation en électronique industrielle, l'étudiant a la chance d'aller faire des stages rémunérés en entreprise. Donc, 2 stages. Donc, ça peut permettre d'avoir un petit revenu supplémentaire durant la session à l'école. Ensuite, le taux de placement est très élevé, pour ne presque pas dire 100%. Présentement, actuellement, j'ai plus de demandes pour avoir de finissants que j'ai de finissants. Je pense que juste ça en soi, au niveau des possibilités de travail par après, c'est très intéressant. Un autre point qui est très intéressant de la formation, c'est la qualité des laboratoires qu'on a. On a la chance d'avoir des équipements à la fine pointe de la technologie qui permettent de montrer pratiquement tout l'éventail de ce qu'on peut voir en industrie. Merci beaucoup, Patrick. Bienvenue au pavillon ArcelorMittal. Prochain arrêt, technologie minérale. Donc, technologie minérale, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un programme beaucoup pour les sciences de la Terre, ceux qui aiment les sciences de la Terre. On est séparés en 3 voies, donc en 3 spécialisations différentes que tu peux choisir en 3e année. La première, c'est la géologie. Donc, c'est vraiment la recherche de la ressource. Donc, c'est pour les gens qui sont beaucoup intéressés à faire du plein air surtout. Des gens qui font un job un peu intérieur, extérieur, et tout ce qui s'appelle un peu l'identification des minéraux. Fait que l'observation des minéraux, aimer aller dehors, faire de la cartographie aussi à l'intérieur de ça. Ça, c'est pour la voie plus géologie. En plus, après, il y a exploitation que tu peux décider de faire. C'est pour les gens qui aiment beaucoup, je dirais, le côté plus technique, mais aussi le côté très travail en équipe. Tu travailles beaucoup avec l'ingénieur, par exemple, puis tu peux aussi travailler avec les foreurs ou les opérateurs, qui permet justement le côté un peu de travail en équipe, fait que tu es beaucoup collé sur l'ingénieur. On travaille avec les forages, dynamitage, tout ce qui est arpentage aussi, qui travaille à l'intérieur de ça. Et finalement, la 3e voie, c'est la voie de minéralurgie, qui est pour les gens qui sont beaucoup plus minutieux, qui aiment beaucoup travailler en laboratoire avec des concepts un peu plus scientifiques. Donc, c'est là vraiment qu'on travaille avec les machines, on travaille quand même avec des grosses machines, et c'est le traitement du minerai. Donc, vraiment, les 3 voies, ça ressemble à ça. Tu peux décider d'aller dans une voie pour t'inscrire au début. Puis, si jamais tu réalises que tu aimes moins ça, mais tu peux changer en cours de route, sans nécessairement avoir de cours à reprendre, par exemple, parce que les 2 premières années, c'est ce qu'on appelle un tronc commun. Donc, vraiment, c'est comme ça que la technique est faite. Ce qui est particulier dans notre programme, c'est vraiment la polyvalence. Nous, l'objectif, c'est de vous apprendre le plus de choses possibles pour par la suite vraiment... Parce qu'il y a tellement de milieux différents d'emploi est-ce que tu peux travailler par la suite qu'on espère vraiment y aller vers la polyvalence. Fait que quand tu termines, tu peux travailler dans plusieurs endroits, comme par exemple, tu pourrais travailler pour des centres de recherche. Ça pourrait être quelque chose. Tu pourrais travailler aussi pour le ministère. Tu pourrais travailler pour les grandes entreprises minières. Tu pourrais travailler pour tout ce qui est carrière aussi, ou plus le développement de la géotechnique, tous les génies conseils aussi. On a l'impression que technologie minérale, c'est juste associé aux mines, mais c'est pas juste ça. Tu pourrais aussi travailler dans l'environnement, donc dans le traitement des eaux, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis si jamais après le programme, tu décides que tu veux faire d'autres choses qu'aller directement sur le marché du travail, dans le fond, tu peux t'organiser pour soit faire une 2e voie de spécialisation. Fait que dans le fond, c'est comme si tu aurais 2 techniques dans l'espace de 4 ans. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant, ou bien non, par la suite, aller à l'université, dans les disciplines comme par exemple géologie, ou ingénieur géologue, ingénieur minier, ingénieur en métallurgie, ingénieur en matériaux. Donc, il y a vraiment beaucoup de voies qui s'offrent à toi quand tu finis le programme. C'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des préalables à avoir pour rentrer dans cette technique-là? C'est sûr que la première chose, il faut que tu aies ton diplôme d'études du secondaire, sinon tu ne pourrais pas venir au cégep. Les préalables, tu as comme 2 types de préalables différents. Le premier, c'est le préalable où est-ce que tu vas aller chercher tes mathématiques de TS, ou bien ceux de SM, de secondaire 4, ou les CST de secondaire 5. Ça, c'est dans ton premier préalable. Sinon, ton 2e préalable, c'est les STE ou les SE de secondaire 4. Fait que ça, c'est vraiment pour les préalables pour entrer dans notre programme.
Est-ce qu'il y a des équipements particuliers avec lesquels on travaille ici? C'est sûr que ça dépend de la voie de spécialisation que tu choisis. Habituellement, dans la voie géologie, on travaille beaucoup plus avec des équipements assez de base. Je te dirais des boussoles, des GPS, des cartes par exemple, des carottes de forage. Fait que c'est beaucoup plus avec ça qu'on travaille. En exploitation, c'est beaucoup avec les équipements d'arpentage, comme les stations totales, par exemple. Fait que ça, c'est beaucoup plus avec ça, avec le forage dynamitage aussi. Donc, parfois, il y a des outils qui sont pas... qu'il faut faire un peu plus attention. Je vous dirais, c'est surtout au niveau des visites industrielles, d'ailleurs, qu'on fait beaucoup dans notre programme, qu'on va voir ça à l'intérieur de ça. Sinon, en minéralogie, c'est vraiment là que les équipements sont les plus gros. Fait qu'il y a vraiment tout ce qui s'appelle les spirales d'Humphrey, par exemple, les tables à secousses, les tamis qu'on voit ici. Il y a vraiment beaucoup d'équipements, puis des gros équipements aussi avec lesquels il faut travailler, comme dans une usine, dans le fond, de traitement du minerai, comme Arcelor ou IOC, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres particularités dans cette technique-là? Ce qui arrive dans notre programme, c'est que c'est aussi tu as une alternance travail-études. Fait que tu as des stages que tu peux faire pendant l'été. Nous, c'est sur 3 ans. Les 2 premières études, tu peux aller en stage. Puis ce qui est particulier aussi, c'est que la dernière année, en 3e année, on t'offre un stage de 2 semaines directement à la fin de ton année. Ce qui permet aussi de peut-être essayer de te coller sur une entreprise si c'est quelque chose que tu trouves intéressant. Puis bien sûr, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est toujours étudiant d'un jour. Si jamais tu hésites encore à te dire si technologie minérale peut être quelque chose pour toi, étudiant d'un jour, tu pourrais venir le faire, puis on va t'accueillir, ça va nous faire plaisir. Maintenant, on s'en va en technique de maintenance industrielle. Suivez-moi. La technique de maintenance industrielle, c'est une technique qui est axée sur le dépannage, la modification, on peut dire, d'équipements pour les rendre plus fonctionnelles, plus performantes. Donc, on touche à un paquet de volets. C'est le but de l'exercice de mes jeunes, c'est ça, c'est de se placer en usine, être performant dans plusieurs domaines. S'il y a un domaine qui les intéresse plus, ils peuvent approfondir. Donc, on donne des cours des fois le plus élaborés en hydraulique ou en soudage ou en usinage. En usine aussi, ils vont avoir du perfectionnement. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est de les rendre vraiment là, bons d'un petit peu de tout. Il y a beaucoup de mécanique. Moi, je suis le prof de mécanique. On est 4 profs dans le département. On a une technicienne aussi là, qui s'occupe des laboratoires. Dans les 4 profs, moi, je suis le prof de mécanique. Donc, je donne installation de mécanismes, dépannage de roulement, boîte d'engrenage, des choses du genre. Je donne aussi soudage, usinage. Ensuite, il y a du dessin, il y a de l'hydraulique, il y a de l'électronique parce que maintenant, presque tout est assisté par ordinateur, des choses du genre. Ça fait qu'on, dans les 4 profs, on a chacun une compétence là, plus poussée. Et les élèves cheminent entre les 4 profs et apprennent plein de choses. On est spécialisé en industrie lourde un peu. Fait que on a l'option de faire notre DEC de 3 ans en 4 ans, mais en prenant l'option 4 ans, on a la chance de faire 2 stages. 2 stages relativement longs. Le premier est à peu près de 4 mois, le second pour terminer le 12 mois là, de formation totale en entreprise. Les jeunes ont la chance de passer des entrevues pareil comme s'ils essaieraient d'avoir un emploi. Donc, ils se préparent pour une entrevue, ils passent une entrevue avec des spécialistes de l'entreprise, et s'ils sont sélectionnés, en général ils le sont, se placent et ils ont la chance de travailler comme un technicien de maintenance industrielle en usine. Donc, ils ont la chance d'apprendre, de comprendre aussi pourquoi on a donné de la théorie, puis ils l'appliquent. Ensuite, ils ont la chance de se faire un nom. Fait que moi, je dirais à peu près 80% de mes étudiants qui ont fait des stages ont été engagés dans l'entreprise où ils ont été. C'est une option qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire en 3 ans quand même pour aller à l'université directe, ou vous pouvez le faire en 4 ans et aller à l'université directe si ça vous intéresse, ça ne vous oblige à rien. Donc, pouvez-vous nous parler des préalables ou des débouchés universitaires que offre cette technique? Donc, les préalables de TMI, moi, c'est sûr que dans mon test, ça ne s'appelait pas maths SN 4 puis CST de 5, mais c'est les préalables qu'on demande en maths. La physique de 5, nous, on a la chance d'avoir des installations vraiment à la fine pointe. On a un bâtiment qui est flambant neuf. On a beaucoup d'espace, on a peu d'élèves. Donc, un prof, une technicienne, à peu près à 10, des classes de entre 6 et 10
Donc, vous êtes tout le temps bien servi là, si on est proche de nos élèves. Ça fait que ça, c'est plaisant. Puis les entreprises, quand ils nous ont démarré, ils étaient vraiment intéressés. Donc, ils nous ont donné beaucoup d'équipements. J'aimerais qu'ils soient compétents sur telle chose, mais ils nous l'ont donné. C'est ça que peu d'écoles ont la chance d'avoir un compresseur à 50 000 donné, des boîtes d'engrenage données, des choses de genre. Fait que tout le monde est gagnant. On forme des techniciens qui peuvent travailler pour les entreprises ici. Les plus de TMI, ça que moi, ça m'a intéressé le plus, c'est que c'était vraiment diversifié. Donc moi, là, faire la même chose pendant 30 ans, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc ici, on parle de mécanique, d'hydraulique, de soudage, de dessin, d'usinage, de lubrification, on touche un petit peu à tout. Les stages, on parle de 12 mois, mais souvent, ils vont vous garder pour l'été. Donc le 12 mois plus peut-être 2 mois l'été, ça fait qu'en général, les gens, là, ils ont vraiment plus que 12 mois payés et formés vraiment dans leur domaine qui les intéresse. Puis j'ai peut-être un 10% de mes jeunes qui poursuivent à l'université. Les portes que je connais, l'ETS, qui est à Montréal, qui forme des ingénieurs avec des techniciens. Il y a l'université Rimouski, qui font la même chose, mais des fois, il y a des petits cours qu'il faut refaire de plus. Il y a l'université à Trois-Rivières. Donc, j'ai des étudiants qui ont été dans les trois. C'est vraiment un plus-value d'avoir fait le deck avant. Si la mécanique vous intéresse, de faire un deck en mécanique va vous amener vraiment là, à la fine pointe, là, puis vous allez avoir des atouts dans vos poches là, qui sont indéniables. Donc, c'est un petit peu le petit tableau que j'avais préparé là, pour vous. Donc, les sciences humaines, c'est l'étude du phénomène humain. C'est l'étude de l'humain au travers de 6 disciplines. L'anthropologie, la psychologie, l'économie, l'histoire, la sociologie et les sciences politiques. Est-ce qu'il y a des préalables pour venir en sciences humaines? Eh bien non. Les sciences humaines, c'est un programme qui est très ouvert à toutes les classes d'étudiants. L'important, c'est évidemment d'avoir son diplôme d'études secondaires. Généralement, c'est quoi les qualités et les intérêts que les élèves ont en entrant dans ce programme-là? Ce qu'on veut, c'est la curiosité intellectuelle. Donc, il faut que ces étudiants-là puissent faire preuve d'ouverture. Il faut qu'ils soient justement curieux. Donc, si on étudie le phénomène humain, bien entendu, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Avec toutes les disciplines que tu as parlé, il doit vraiment avoir beaucoup de débouchés universitaires. Absolument. Donc, les sciences humaines, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est plusieurs disciplines et ça va vous ouvrir énormément de portes. Donc, ça peut être psychologue, ça peut être historien, ça peut être politicien même. Donc, les possibilités sont infinies. Évidemment, ça sous-entend que vous devez aller à l'université après avoir fait vos études collégiales en sciences humaines. Mais certainement que ça va ouvrir plus de portes que ça va enfermer. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce programme-là comparé aux autres? Bien, les sciences humaines se distinguent, en fait, je dirais, par 3 choses. Premièrement, on a un local étudiant qui est unique aux sciences humaines. Qui est un local où on peut faire de l'étude, où on peut écouter des films, où il y a des événements qui sont organisés aussi. Puis le local est administré par les étudiants. Donc ça, c'est assez intéressant, merci. Aussi, on a la chance de faire un voyage de fin de DEC qui est lié à l'épreuve synthèse de programme. Là, on tombe dans des technicalités qu'on vous expliquera éventuellement, mais ultimement, on est allé au Guatemala, à titre d'exemple, aider des gens dans le besoin. Puis finalement, il y a la possibilité de faire le programme en anglais, donc Social Science, qui est certainement, encore une fois, une autre façon d'ouvrir une porte, puisqu'on peut améliorer notre anglais par le biais de ce programme-là. Il y a aussi un deuxième profil de sciences humaines, profil sciences de l'administration. Cependant, il y a des préalables. Et il y a aussi des débouchés universitaires différents. Donc maintenant, on s'en va en technique à l'éducation à l'enfance. Le programme Éducation à l'enfance, c'est un programme qui prépare des futures éducatrices. Des éducatrices qui vont travailler dans les services de garde. Les services de garde, on peut parler de services de garde en milieu familial, dans les CPE, en milieu scolaire, halte garderie, etc. C'est un programme où l'étudiante apprend que l'enfant se développe dans un continuum.
Tous les enfants se développent de la même façon, mais pas au même moment. Donc, c'est ce qui fait qu'on dit que l'enfant est un être unique. Ils ont tous leur intérêt. Donc, on apprend comment travailler dans les différents domaines de développement, avec des cours d'intervention, des cours d'observation, parce qu'avant d'être capable d'intervenir, il faut être capable d'observer. Dans notre programme, on a des classes qui nous permettent de recevoir des enfants, de faire des activités avec eux. Des fois, on en fait venir à l'extérieur aussi. Donc, dans un cours qui s'appelle l'enfant en mouvement, on fait venir des enfants à l'extérieur puis on joue dehors. C'est un programme qui est toujours en évolution parce que la petite enfance, ça évolue, les connaissances, les recherches, c'est pas statique. Ça fait que les enfants, bien, ils sont tellement particuliers, ils sont tellement uniques que l'éducatrice doit s'adapter. Alors, c'est ce qu'on montre à nos étudiantes, l'importance de s'adapter aux enfants qui leur sont confiés. On a une matériathèque qui s'appelle, que j'appellerais une caverne d'Ali Baba, où on peut aller chercher plein de matériel, comme on voit ici, les étudiantes apportent en stage. Okay? Ils empruntent, ils apportent ça en stage, elles peuvent faire découvrir aux enfants d'autres matériels. Elles en fabriquent aussi. Elles fabriquent du matériel, elles peuvent fabriquer des instruments de musique, elles peuvent fabriquer un bâton de la parole, par exemple. Alors, tout ça lui permet que quand elle va en stage, bien, elle a un peu sa spécialité à elle. Elle a ses outils qui l'aident à travailler avec les enfants. Est-ce qu'il y a des préalables pour pouvoir entrer dans la technique? Il y a un préalable, puis je vous dirais que ce n'est pas un préalable académique. Je vous dirais que c'est un préalable de passion. Hein? Il faut avoir la passion de la petite enfance. Il faut y croire tellement, là. Il faut croire qu'on peut faire un changement auprès de ces enfants-là. Mais ça prend un secondaire 5. Alors, avec un secondaire 5, vous pouvez entrer dans la technique sans aucun problème. Après la technique, est-ce qu'on va directement au marché du travail ou on va à l'université? Les deux. Alors, on peut quitter la technique avec un DEC en éducation à l'enfance et aller travailler dans les CPE. On peut aller travailler dans la garde en milieu scolaire aussi. On peut ouvrir notre milieu familial. On peut aller dans les garderies privées. Ensuite de ça, vous pouvez aller à l'université. À l'université en enseignement, en adaptation scolaire, en psychoéducation. Donc, il y a plein d'avenues. Il y a plein d'avenues qui s'offrent à ce programme-là. Et ce qui est important, c'est que comme ça évolue beaucoup, mais il y aura toujours de la formation continue parce que les enfants, ça évolue. On a une salle d'observation au CPE, ici, sous le Bon-Toit, juste à côté du cégep. Une salle d'observation qui a des vitres sans teint où on peut observer 2 groupes d'âge. Et puis, ça nous permet de voir vraiment les enfants en action sans les déranger dans leur quotidien. Alors, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de cégeps qui ont ça au Québec. Merci beaucoup, Diane. Et le prochain arrêt, c'est l'informatique. Bonjour Yves, parlez-nous de la technique informatique. Bon, en technique de l'informatique, en général, on essaie de donner un éventail très, très large de connaissances en informatique pour être certain que les étudiants savent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Puis, donc, ils vont pouvoir aller travailler dans quelque chose qu'ils aiment, puis ils vont savoir ce qu'ils aiment moins. Donc, c'est plus intéressant. C'est certain que pendant les études, si c'est moins le fun, ce petit bout-là est plus long, mais le reste, le coin qu'on aime, est super intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des préalables, des prérequis pour entrer en technique? C'est sûr qu'il faut avoir le diplôme d'études secondaires et avoir réussi ces mathématiques de 4e secondaire, TS ou SN, ou mathématiques de 5e secondaire, CST. Est-ce qu'il y a des débouchés universitaires ou est-ce qu'on rentre directement au marché du travail? Oui, on a le choix. On a le choix, puis c'est la beauté de la chose. Ces dernières années en informatique, les étudiants ont le choix, c'est certain, d'aller à l'université.
Vers l'université, on a le choix d'aller en génie ou en informatique ou en conception de jeux vidéo. C'est très, très ouvert. C'est un domaine où on peut faire vraiment tellement n'importe quoi que c'en est difficile à choisir presque. Puis si on peut aller aussi sur le marché du travail directement, puis encore là, ben, en ayant fait la technique avec plusieurs branches différentes, ben, ça permet de choisir dans quoi on va aller travailler. Quelqu'un qui va aller travailler en réseau, va aller travailler en réseau. Quelqu'un qui aime la programmation, ben, il va se diriger vers la programmation. Quelqu'un qui aime plus les bases de données va aller vers les bases de données instinctivement. Donc, ça permet de choisir son travail puis de pouvoir s'amuser. Il y en a même qui disent « Bon, je ne me trouve pas de travail directement, je vais y aller à contrat. » Je fais des contrats, puis c'est des gens qui peuvent choisir ce qu'ils veulent faire, dans le fond. Il faut vraiment aimer l'informatique. Il ne faut pas se dire j'aime jouer des jeux vidéo, je vais être bon en informatique. Il faut vraiment aimer pointiller sur des choses quand ça ne fonctionne pas, de s'acharner à vouloir le faire fonctionner. Mais en bout de ligne, quand ça fonctionne, c'est tellement gratifiant. Surtout en informatique, les programmes sont tellement gros que c'est le fun quand ça fonctionne après. C'est sûr qu'il y a de la théorie, mais on essaie d'être très pratique. On a des stages que les étudiants peuvent faire. Dans les locaux, on essaie d'avoir le plus d'ordinateurs possible disponibles. Exemple, les troisième années ont vraiment leur local à eux autres pour l'année. Donc, ils travaillent quand ils veulent, comme ils veulent. Même chose pour les premières, deuxième années, ils ont 2 locaux pour eux autres. Puis bon, ils peuvent travailler en dehors de leurs cours sans problème. Donc, ils ont accès aux cours, aux cours locaux, ils ont accès aux serveurs. On est sur un réseau isolé. Donc, ils peuvent faire plein de choses. On touche aux drones, on touche à la programmation web, on fait des objets connectés. On s'amuse avec la sécurité informatique aussi. Donc, les étudiants peuvent... il y a de la place pour avoir en masse de fun. Donc, merci beaucoup. C'était très intéressant. Bonjour Louise. Donc, parlez-nous des techniques de bureautique. En technique de bureautique, il existe 2 voies de sortie et au Cégep de Sept-Îles, on offre celle qui est en coordination du travail de bureau. Les types de cours qu'on va retrouver dans notre programme sont d'abord tous les logiciels de la suite Microsoft Office. Donc, on va parler de Word, d'Excel, Access, PowerPoint et Publisher. Donc, on a des cours en communication puis en correspondance d'affaires, en français et en anglais. Donc, on va apprendre à rédiger, par exemple, des lettres administratives, des notes de service, des avis de convocation, des ordres du jour, des rapports. Ensuite, on a des cours en gestion des ressources humaines, en gestion des ressources matérielles et aussi en gestion des ressources financières. Donc, enfin, c'est tout ce qu'il faut pour coordonner les activités d'un bureau, puis être en mesure aussi de superviser une équipe de travail. Donc, quels sont les préalables pour pouvoir intégrer les techniques de bureautique? Il n'y a pas de préalable spécifique à part le diplôme d'études secondaires. Quels sont les débouchés ensuite? Est-ce que ça va directement au marché du travail? Est-ce qu'on va à l'université? Les finissants vont accéder directement au marché du travail après leur formation. Donc, le taux de placement dans le domaine est de 100%. Tous les finissants se font offrir plusieurs emplois. Donc, ça leur permet de pouvoir choisir le secteur d'activité qu'ils préfèrent. Parce qu'on peut retrouver des postes d'adjoints puis d'agents administratifs dans tous les types d'entreprises puis dans tous les organismes publics aussi. Donc, les possibilités sont vraiment très diversifiées. Quelles sont les qualités et les intérêts de chacun des élèves dans les programmes? Une personne en bureautique, elle a habituellement de l'intérêt pour les communications puis les logiciels informatiques. Elle aime le travail de bureau et les communications. Au niveau des traits de personnalité, le sens de l'organisation puis des responsabilités sont souvent vraiment utiles dans notre domaine. Est-ce que le programme a des particularités propres à lui? Notre programme, il se donne en alternance travail-études, donc ce qui fait qu'on a 2 stages qui sont rémunérés dans le cours de la formation. C'est une formule qui va permettre aux étudiants d'acquérir une expérience concrète du marché du travail puis aussi de se faire connaître auprès des employeurs. Le prochain programme, c'est Technique de comptabilité et gestion.
Technique de comptabilité de gestion, qu'est-ce que ça mange en hiver? En hiver, là, une technique de comptabilité de gestion, ça s'occupe des compagnies, ça s'occupe des entreprises, ça aide à la gestion des entreprises. Pourquoi la comptabilité? Bien, c'est comme dans ta vie privée, c'est pareil. Il faut savoir combien on a d'argent pour savoir qu'est-ce qu'on va dépenser. Puis ce qu'on veut à la fin de l'année, c'est d'en avoir gagné plus que d'en avoir dépensé. Les qualités qui sont souhaitables dans notre programme, le souci du détail. Quelqu'un qui aime l'avoir, le souci du détail. Nous, on travaille avec des virgules, hein? 0,25, hein? 1,25 $. Pour nous, là, 1,25 $, c'est 1,25 $. C'est pas 1 $, c'est pas 2 $, c'est 1,25 $. Une bonne méthode de travail, parce qu'on va beaucoup excusez le terme, on gère beaucoup de paperasse. Hein? Les factures, les salaires, les feuilles de temps des employés, on gère tout ça chez nous. Donc, avoir une bonne méthode, savoir s'organiser. Il faut organiser notre travail. Il ne faut pas tout le temps chercher nos papiers. Si on passe du temps à chercher nos papiers, ce n'est pas du temps qu'on travaille. Avoir un bon jugement. On aime ça se faire. Il faut prendre des décisions. On le dit tantôt, je l'ai dit tout à l'heure, on veut aider les entreprises à prendre des décisions. L'esprit d'analyse et de synthèse. Hein? Analyser nos rapports, faire des rapports synthèse, être capable de conseiller les gens à partir des analyses qu'on a faites et savoir s'adapter aux changements. Parce que c'est même pas à notre technique que ça s'applique à la société en général, mais il faut savoir s'adapter aux changements et avoir un certain leadership parce qu'en comptabilité et gestion, on va être appelé à travailler avec d'autres personnes, puis souvent, on va avoir une petite équipe autour de nous. Hein. On peut prendre l'expérience, devenir leader dans notre département, puis avoir des employés qui vont travailler avec nous. Donc, c'est des caractéristiques qu'il faut avoir pour travailler dans le domaine des affaires, hein, le leadership, prendre des risques, foncer. C'est très bien pour notre domaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui démarque la technique de comptabilité et gestion ici à Sept-Îles? La diversité du personnel enseignant. Le fait qu'on est des petites cohortes, donc on peut aller plus loin avec vous. Il y a de l'entraide entre les étudiants. Les cohortes s'aident la première année et les deuxièmes années qui sont soutenues aussi par les troisièmes années. Donc, on a des petits groupes, une petite cohorte, puis il y a beaucoup d'entraide, une bonne vie étudiante à l'intérieur de la cohorte, beaucoup de dynamisme de la part des professeurs. Donc, je pense que c'est intéressant pour les étudiants. En tout cas, ça l'est pour les professeurs. C'est vraiment intéressant. Une des particularités de la technique de comptabilité et de gestion, c'est quand tu parles du marché du travail. Présentement, tu n'as peut-être pas tout ton choix final de savoir où est-ce que tu veux aller. Mais la technique de comptabilité et de gestion, c'est peut-être la technique qui t'ouvre le plus de portes à l'université et le plus de portes sur le marché du travail. Parce que tu vas pouvoir travailler dans tous les domaines. Toutes les entreprises, dans tous les domaines, ont besoin des gens qui vont les aider à faire la gestion et l'administration de leurs choses. Une fois que tu vas vouloir aller à l'université, si tu aimes mieux la gestion, il y a peut-être les ressources humaines qui t'intéressent. Mais la technique de comptabilité et de gestion t'ouvre les portes à ça. Même au droit, la technique de comptabilité et de gestion t'ouvre les portes à ça. Bien, merci beaucoup pour les renseignements. Bonjour Jérôme, présentez-nous le programme Langue, lettres et communication. La formation spécifique en langue, lettres et communication, c'est un diplôme d'études collégiales qui est diversifié. En gros, d'abord, il y a les langues secondes, l'anglais qu'on perfectionne à travers des cours de littérature, des cours de recherche et des cours de traduction. En espagnol, c'est pas juste des cours d'espagnol. D'abord, il y en a 4, mais c'est aussi des cours de culture hispanophone à travers le monde. Après ces 4 cours-là, dans le fond, on peut, en espagnol, soutenir une conversation, déchiffrer, ou même mieux que ça, lire un texte courant, se débrouiller, comme en anglais de toute façon. L'autre volet de la formation du DEC en langue, lettres et communication, c'est la littérature, où on apprend dans le fond à voir ce que révèlent les textes littéraires, les romans, la poésie, comment les analyser, déchiffrer, quels sont les principaux symboles de l'imaginaire occidental, les mythes aussi, qui nourrissent ce qu'on dit, mais depuis 2000 ans, en fait. On l'a fait aussi, la littérature et la création, parce que il y a un cours de création littéraire, il y a un cours de théâtre, où, en temps normal, en tout cas, on monte une pièce de théâtre.
Finalement, il y a le volet des communications. On pense à un cours de journalisme écrit, un cours de radio où les étudiants deviennent des chroniqueurs culturels et finalement, cours de cinéma, un cinéma qu'on étudie, les principaux repères de l'histoire du cinéma et des techniques qu'on va appliquer dans un court-métrage qu'on va créer. Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir entrer dans le programme de langue, lettres et communication? Il n'y a aucun prérequis. C'est le diplôme d'études secondaires. Et de la même façon, ce diplôme-là mène à une multitude de programmes universitaires qui n'ont pas nécessairement des prérequis particuliers. En gros, aussi, je peux faire un raccourci en disant que tout, à peu près, ou la grande majorité des programmes universitaires de sciences humaines, ben, le DEC en langue et lettres permet d'y accéder. En gros, ben, tous les domaines liés aux langues, aux cultures, aux communications, le journalisme, le cinéma, la traduction, publicité, si on veut travailler en bibliothèque, par exemple, en enseignement, à tous les niveaux. Si on veut devenir animateur culturel, on peut étudier en philosophie. On a des anciens étudiants qui sont allés étudier en sexologie, en travail social, dans le domaine des médias aussi. Évidemment, animateur, journalisme, en production culturelle. On a des étudiants qui travaillent aussi en production télé aujourd'hui. Puis, comme je le disais, tous les domaines de sciences humaines, le droit, la psychologie, l'anthropologie, l'histoire, la socio, tout ça, ce sont des portes auxquelles ouvre le programme de langue, lettres et communication. Est-ce que la majorité des élèves qui viennent ont des intérêts ou des qualités communes? En gros, ce sont des étudiants qui ont l'esprit ouvert ou qui veulent s'ouvrir l'esprit, qui ont un intérêt pour la culture générale ou pour la développer, des étudiants qui veulent ou créer ou comprendre le monde ou comprendre les œuvres littéraires ou la production culturelle, des étudiants qui aiment lire, écrire, qui aiment créer, qui aiment les cultures, la culture et les cultures étrangères en général, qui aiment être dans l'action aussi pour réaliser des projets. Alors, si justement vous voulez vous dépasser, c'est le programme qui vous convient. Est-ce qu'il y a des particularités propres au programme de langue, lettres et communication? Alors, les étudiants de langue, lettres et communication passent une bonne partie de leur DEC dans ce local-ci, dans le laboratoire de langue, qui, dans le fond, permet à chaque étudiant d'avoir une station et dans le fond, d'apprendre ou de perfectionner l'oral. Ils peuvent s'enregistrer, lire, s'écouter. Et le prof ici peut interagir individuellement avec chacun. Fait que ça, c'est déjà, disons, un équipement important. Côté communication, on a dans les dernières années développé une collaboration avec ici Radio-Canada Côte-Nord, où nos étudiants sont appelés à faire un stage d'observation, de réalisation d'une émission, ainsi qu'à devenir des chroniqueurs culturels dans le cadre de l'émission Boréal 138. Nos étudiants aussi ont accès à toutes sortes de spectacles de la salle Jean-Marc Dion à prix vraiment dérisoire quand c'est pas gratuit, là, enfin subventionné. C'est propre aux étudiants du programme. Il y a le suivi personnalisé, dans le fond, le petit collège, où les enseignants, dans le fond, veulent répondre aux besoins particuliers des étudiants, veulent les suivre à leur rythme, pallier leurs difficultés, si on veut, et dans le fond, développer au cours de 2 ans une relation signifiante, marquante, dont ils vont se souvenir toute leur vie, surtout parce qu'ils ont réussi. Alors, dans le fond, peut-être que tous les programmes disent ça, mais je peux vous dire que les profs du programme ont la réussite à cœur. C'est une formation aussi qui permet d'explorer la culture. Alors qu'on ait une âme d'artiste, d'intellectuel, rat de bibliothèque, qu'on soit curieux du monde, les communications, langue, la création, le travail intellectuel, là, tout ça,
et propre à notre programme. Merci beaucoup, Jérôme. Et maintenant, direction la section des soins infirmiers. Ici, on enseigne en fait le programme soins infirmiers. C'est un DEC sur 3 ans qui comporte 3 volets. Donc, bien sûr, on a la formation théorique, on a la formation aussi pratique qui se traduit par de l'enseignement de méthodes de soins. Donc, c'est là où les étudiantes apprennent à administrer concrètement des soins à un patient. Et on a le volet aussi stage. Et la particularité de notre programme, c'est que dès la première session, nos étudiantes vont déjà en stage pour explorer comment elles se sentent dans le milieu du centre hospitalier. Tu sais, l'environnement, l'espèce d'esprit qui se dégage de ce milieu-là. Fait que dès le départ, elles savent si elles se sentent bien ou pas. Est-ce qu'il y a des préalables à avoir pour pouvoir entrer dans le programme de soins infirmiers? C'est un diplôme d'études secondaires qui est nécessaire pour rentrer au cégep, évidemment. Profil sciences et environnement, donc de secondaire 4. Donc, c'est ça qui est demandé pour rentrer dans le programme. Donc, quand on a fini les soins infirmiers, est-ce qu'on va directement au marché du travail ou il faut aller à l'université? Les étudiants sont admissibles à travailler directement sur le marché du travail, donc après leurs 3 ans de DEC, moyennant la réussite de l'examen professionnel, okay, qui leur permet d'obtenir le titre d'infirmière. Elles peuvent aussi, par contre, choisir de poursuivre à l'université. Et dans ce temps-là, elles ont quelques cours qui sont crédités. Donc, plutôt que de faire un baccalauréat d'une durée de 3 ans, elles vont faire un baccalauréat de 2 ans et demi. Et en même temps qu'elles vont étudier, si elles le souhaitent, elles peuvent travailler comme infirmières puisqu'elles détiennent déjà leur permis de pratique. Ça prend des gens qui ont le désir d'aider les personnes vulnérables. C'est important. Ça prend des gens qui ont de l'intérêt envers le corps humain, donc de bien comprendre comment ça fonctionne l'anatomie, la biologie du corps humain. Ça prend des gens qui ont aussi le goût de relever des défis, de prendre des responsabilités, de travailler en équipe. Au niveau des qualités, ça prend quelqu'un qui est capable de gérer la pression. C'est quand même un travail qui n'est pas tout le temps. C'est pas vrai, là. Ça, on voit ça dans Grey's Anatomy, mais dans la vraie vie, on n'est pas toujours sous grosse pression. Mais il faut quand même être capable de gérer le stress. Ça prend quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. C'est une qualité importante en soins infirmiers. Il faut éviter de juger. Donc, c'est important d'avoir une bonne ouverture d'esprit. Ça prend des gens qui ont quand même une certaine dextérité manuelle parce qu'on va faire des méthodes de soins de précision. Là. Par exemple, quand on installe un cathéter intraveineux, il faut être précis là, dans la méthode de soins quand on installe toutes sortes de matériel. Donc, ça demande ça. Ça demande une bonne mémoire, un bon jugement, une capacité d'autocritique aussi, de pouvoir se remettre en question. Donc, quelles sont les possibilités d'emploi pour une personne qui sort du DEC de soins infirmiers? Le plus courant, ce que les gens connaissent le plus, évidemment, c'est le centre hospitalier. Donc, quand on gradue du DEC en soins infirmiers, très, très souvent, dans la majorité des cas, on s'en va travailler en centre hospitalier. Il y a une panoplie de milieux où une infirmière peut œuvrer. Il y a les cliniques médicales, il y a les CHSLD, il y a les groupes de médecine familiale. Elle peut œuvrer en pratique privée, elle peut décider de continuer sa formation et là, ça lui ouvre aussi d'autres possibilités. Donc, on peut travailler en dispensaire, en région éloignée, on peut travailler en CLSC, on peut travailler, faire de l'œuvre humanitaire, on peut travailler en enseignement. Fait que la panoplie de milieux où on peut travailler, exercer des fonctions est très variée. C'est quoi les points forts du programme de soins infirmiers? Le fait qu'on ait un petit collège, nos étudiants, c'est pas des gens anonymes, c'est pas des numéros. On les connaît. Ils ont accès à un encadrement, à un suivi, je dirais, quand même personnalisé. Fait que ça, c'est le premier point fort de notre programme ici. On fait de la simulation en cours de formation, donc ça permet aux étudiants de les mettre dans un cadre le plus réaliste possible d'intervention en temps réel. Donc, le mannequin haute fidélité, qui est notre mannequin simulateur, nous permet de faire ça.
Ensuite de ça, on a des simulations régulièrement durant presque toutes les sessions. Donc, c'est quelque chose que les étudiantes apprennent à apprivoiser et font régulièrement. Ensuite de ça, on a des infirmières techniciennes de laboratoire qui suivent nos étudiantes dans la pratique de leur méthode de soins. Donc, elles ont des périodes qui sont dévolues à la pratique. Elles sont suivies et elles peuvent venir régulièrement, ce qui fait que ça améliore énormément leurs gestes. Au sein d'une unité, somme toute, assez belle, assez réaliste, avec de l'équipement qui est teinté de ce qui est utilisé actuellement à l'hôpital. Donc, la pompe, si on regarde la pompe à soluté ici, c'est essentiellement la même chose qui est utilisée sur l'unité de soins au centre hospitalier. Puis c'est la même chose, là, j'ai nommé la pompe, mais tout ce qu'on utilise, en fait, on se base énormément sur ce que les étudiantes vont utiliser quand elles vont aller en stage au centre hospitalier. Donc, ça devient des éléments pour elles qui sont connus. Bonjour Andréane, présentez-nous le programme de sciences de la nature. Le programme de sciences de la nature, en fait, c'est un programme pré-universitaire, donc qui va préparer à une formation universitaire par la suite. Donc, ça dure 2 ans. Puis, le programme vise à acquérir une culture scientifique de base et à comprendre les phénomènes naturels qui nous entourent et à se préparer, évidemment, à suivre des programmes liés aux sciences à l'université, comme par exemple des programmes en sciences de la santé comme médecine, vétérinaire, physiothérapeute, de biologie ou par exemple en génie mécanique, génie industriel, architecte. Donc, c'est assez vaste quand même. Et puis, donc, durant le programme, on a 4 disciplines de base, donc des cours de 4 disciplines de biologie, de chimie, de physique et de mathématiques. On a aussi des compétences en informatique qui sont vues, qui vont aider à être, dans le fond, intégrées et appliquées dans les autres disciplines. On a des cours théoriques dans le programme, donc qui visent à apprendre donc la théorie, les principes, les lois fondamentales là, qui vont expliquer les phénomènes naturels. On va aussi résoudre des problèmes à l'aide de formules mathématiques ou par exemple d'études de cas en biologie humaine. Et on a aussi des cours de laboratoire à travers tous ces cours-là, surtout biologie, chimie et physique, où on va mettre en pratique ce qu'on a vu en théorie en laboratoire pour mieux comprendre et aussi pour appliquer la méthode scientifique qui est vue à travers des protocoles de laboratoire, etc. Donc, quels sont les préalables pour pouvoir entrer dans le programme de sciences de la nature? Pour entrer en sciences de la nature au cégep, il faut avoir bien sûr un diplôme d'études secondaires et avoir réussi les cours de mathématiques, technico-sciences ou sciences naturelles de secondaire 5 et les cours de chimie et de physique de secondaire 5. Quels sont les débouchés universitaires à la suite du programme de sciences de la nature? Donc, le programme de sciences de la nature permet d'avoir accès à plus de 40 programmes universitaires, donc liés aux sciences de la santé ou aux sciences pures et appliquées. Donc, comme par exemple les programmes de médecine. D'ailleurs, le cégep de Sept-Îles, donc qui est un cégep en région, a une cotaire, donc une cote de rendement bonifiée si on veut aller, par exemple, à la suite du programme de sciences de la nature en médecine à l'université. Donc, ça peut être intéressant de savoir ça. Est-ce qu'il y a des intérêts ou des qualités communes aux élèves qui sont dans le programme? Bien, tout d'abord, il faut aimer les sciences, donc aimer la biologie, la chimie, la physique, les mathématiques, et aussi avoir une certaine curiosité scientifique, donc vouloir comprendre les choses, les phénomènes naturels, être méthodique, parce qu'on doit suivre une méthode scientifique, par exemple un protocole de laboratoire, avoir un esprit d'analyse, de raisonnement logique aussi. C'est sûr que c'est bien d'avoir ces qualités-là déjà, mais évidemment, ça se développe durant le programme de sciences de la nature. Donc, quelles sont les particularités
programme de sciences nat? Tout d'abord, on a 2 profils de sortie, si on veut. Donc, 2 profils, soit on choisit plutôt les sciences de la santé ou les sciences pures et appliquées, comme génie, par exemple. Ces profils-là, dans le fond, nous permettent de choisir des cours à la 2e année, durant la 2e année. Donc, il y a des cours au choix selon les profils choisis pour aller plus vers l'intérêt des étudiants. Et on a aussi des laboratoires, donc qui sont, comme vous pouvez voir, avec beaucoup de matériel. Donc ici, on est dans le laboratoire de biologie, donc une grande diversité d'équipements, de matériel qui vont nous permettre d'étudier de vastes champs de la biologie, par exemple de la cellule, donc avec des microscopes aux biotechnologies pour étudier la génétique. On a des laboratoires de chimie avec aussi plusieurs matériels et équipements qui permettent d'étudier donc des analyses chimiques et aussi des laboratoires de physique qui ont aussi beaucoup d'équipements, de matériel, donc qui sont utilisés dans beaucoup de cours. On a aussi une petite couleur locale au programme, plutôt liée à la biologie. Donc, on fait un peu l'étude de l'écosystème de notre baie de Sept-Îles à travers donc une sortie sur le terrain, un laboratoire sur les organismes marins où on étudie en fait du microscopique au macroscopique la baie de Sept-Îles. Donc, ça nous donne une petite couleur locale. Merci beaucoup, Andréane. Donc maintenant, on s'en va direction vie étudiante. Alors, à la vie étudiante, dans le fond, c'est tout ce que tu peux faire quand tu n'es pas en cours. On a des comités. Donc, on a le comité vert, si tu as la fibre écologique, si tu as envie de faire des projets un peu plus verts, tu peux t'impliquer dans le comité vert. Sinon, on a le comité AISH4, donc c'est un comité pour promouvoir les cultures des Premières Nations. Donc, si tu as envie de promouvoir ta culture et que tu es issu des Premières Nations, ou si tu as juste envie d'en apprendre plus sur ces cultures-là, ben c'est pour toi. Aussi, ben, il y a l'Association générale des étudiants du Cégep de Sept-Îles, donc l'AGE-CSI. Et ben, dans le fond, c'est pour représenter tes pairs au sein du Cégep. C'est très utile, alors si tu as envie de t'impliquer, là aussi, c'est un peu comme le gouvernement là, étudiant. Alors, du côté sportif, pour toi, l'athlète qui veut visiter le Québec, affronter tous les cégeps, joins-toi aux voyageurs, nos équipes de compétition. En volleyball féminin, volleyball masculin, basketball masculin, badminton et en course. T'aimes ça, les concours ou les quiz? On a le Chit Chatters Club qui est sur l'heure du dîner. C'est une belle façon pour toi de regarder tes connaissances générales et aussi d'améliorer ton anglais, car tout ça se déroule en anglais. Et il y a aussi les 5 à 7 scientifiques, en fait. Donc, ça se passe de 5 à 7, comme le dit le titre. Et puis, c'est ludique et on apprend de la science, mais de façon super humoristique. Ça vaut vraiment la peine. Si tu aimes grimper, le mur d'escalade est là pour toi. En plus, on t'offre des activités intramurales comme le soccer, le badminton, des cours de yoga et des entraînements de groupe dirigés pour te préparer à participer au relais de la côte. Si t'es plus du genre culturel, il y a plein d'activités, comme on a une équipe d'improvisation qui s'appelle les Hétéroclites, qui font quelques tournois par année et il y a des ateliers tout au long là, des sessions. Ensuite de ça, on a les Foutraques, qui est la troupe de théâtre. Alors, on monte une pièce de théâtre généralement et aussi on participe à l'interco de théâtre. Donc, on va dans un autre collège, on va souvent même présenter ce que nous, on a fait comme projet. C'est vraiment super intéressant. Il y a aussi Cégep en spectacle, donc si tu aimes les arts de la scène, que ce soit le chant, la musique, la poésie, le théâtre, tu peux y participer puis tu cours la chance de représenter en fait le Cégep de Sept-Îles lors de la finale régionale et qui sait, peut-être la nationale, on te le souhaite. Il y a aussi l'interco d'art visuel, donc si tu aimes faire des œuvres ou des performances artistiques, alors tu peux participer à l'interco d'art visuel, même principe. C'est tous les cégeps qui y participent, puis ton œuvre est parmi celles de plein d'autres étudiants à travers la province. Pour les adeptes de sport électronique, tu peux joindre les équipes de Rocket League, de League of Legends et d'Overwatch.
dans une ligue de compétition intercollégiale chapeautée par la FQSE. Si tu es un adepte de concours, on en a quelques-uns culturels, comme notamment le concours de sculpture sur neige. Ça se déroule à Rivière-du-Loup. En fait, c'est un gros bloc de glace que vous devez sculpter. Alors, vous embellissez Rivière-du-Loup, puis vous avez une expérience magnifique d'équipe dehors. C'est quand même toute qu'une fin de semaine. Ensuite, on a aussi le prix collégial du cinéma québécois. 5 films à écouter, vous devez débattre lequel mérite de gagner le Grand Prix et l'un d'entre vous ira peut-être à Québec pour soumettre votre point, le Cégep de Sept-Îles, quel film on veut faire gagner. Et la même chose existe du côté de la littérature, donc c'est le prix littéraire des collégiens. Donc 5 livres à lire et ensuite de ça, choisir lequel vous pensez qui mérite le prix. Et vous courez encore une fois la chance de représenter le Cégep et de faire valoir votre point au national. Toujours du côté électronique, à chaque année, les étudiants à la technique en informatique organisent le LAN Party du Cégep de Sept-Îles qui s'appelle le SLAN Révolution. Viens participer avec les 200 autres joueurs. Il y a aussi plusieurs espaces qu'on n'a pas visités, comme par exemple le Café Campus, la cafétéria, le hall, la bibliothèque, la salle d'entraînement et les gymnases. J'espère que la visite t'a éclairé sur ton choix de programme. Au plaisir de te croiser l'année prochaine!